Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Mon Œil, le podcast engagé de l'ONG Public Eye. Public Eye regarde là où les multinationales voudraient que leurs activités restent dans l'ombre, et c'est ce qu'on va faire également dans ce podcast. Mon Œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on parle du commerce international de matières premières agricoles. Beaucoup de gens l'ignorent, mais la Suisse occupe une place centrale, prépondérante, dans l'achat, la vente de café, sucre ou encore de céréales. Pourquoi y a-t-il des géants du négoce au bord du Léman ou à Zug? Et quel rôle occupent-ils sur l'échiquier agroalimentaire mondial? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Adria Budry-Carbo. Bonjour. Bonjour. Tu es enquêteur chez Public Eye sur le secteur des matières premières et tu es aussi, paraît-il, un sacré baroudeur puisque tu es allé en Amazonie équatorienne, en Irak ou encore au Brésil pour y faire des reportages. Alors Adria, je te propose de commencer dans le vif du sujet avec quelques noms de grandes sociétés de négoce et leurs chiffres d'affaires. Bunge, 41 milliards. ADM, 64 milliards. Cofco, 82 milliards. Cargill, 114,6 milliards. Qui sont ces sociétés et que font-elles ? Alors, c'est des multinationales. Elles sont à la base états-uniennes ou chinoises. Elles se sont installées en Suisse. Elles ont installé une division pour vendre et acheter ces différents produits qu'on voit à l'écran. Et puis ensuite, elles le transportent et puis elles le distribuent en général vers des entreprises. Pourquoi leur chiffre d'affaires est si élevé ? En fait, parce qu'elles ont une part très très importante sur le commerce de cacao, de café ou de céréales. Les deux premiers, c'est environ un tiers du commerce mondial qui s'effectue depuis la Suisse. Sur les céréales, c'est à peu près la moitié. En termes de chiffre d'affaires, si on veut mettre ça en contexte, Nestlé, la multinationale suisse par excellence, elle fait environ 90 milliards de chiffre d'affaires par temps de Covid, 100 milliards quand les choses vont un peu mieux. Donc ça vous laisse imaginer la taille de ces sociétés. Donc ça veut dire qu'il y a certaines de ces sociétés, dont Cargill, qui dépassent le chiffre d'affaires de Nestlé. Oui, tout à fait. Et malgré tout, elles ne sont pas connues du grand public, parce qu'en général, leurs noms n'apparaissent pas sur notre sac de riz, sur le paquet de café ou le jus d'orange. Et je crois d'ailleurs, en parlant de jus d'orange, que tu as apporté un peu de jus d'orange, je ne crois pas pour le petit déjeuner, mais plutôt pour une démonstration. C'est pas pour petit déjeuner, et puis tu me tends la perche. Voilà, ce matin, je suis passé acheter 2 exemplaires. Leur nom n'apparaît pas, comme je vous le disais. Au mieux, donc sur celle-là, on a une origine. Le jus d'orange vient du Brésil. Pas très précis sur l'autre, on a tout au plus qu'il a été fabriqué en Suisse. Je pense pas que ce soit des oranges suisses. C'est pour dire, voilà, la transparence n'est pas tout à fait de mise dans ce secteur. C'est pas des oranges suisses et pourtant la Suisse, elle occupe une place prépondérante. Je l'ai dit dans l'intro, dans ce négoce. 50% des céréales y sont négociées, 40% du sucre, 30% du café et du cacao. Pourquoi choisir la Suisse? C'est pour les montagnes et le bon air? Non, au départ, c'était pour ces banques. Leurs activités sont assez gourmandes en capital. Elles en ont besoin pour acheter des grandes quantités de céréales, pour ensuite les transformer, et puis pour affréter les bateaux qui vont les amener jusqu'en Europe, aux États-Unis. Et parfois même, certaines, elles constituent des flottes marchandes sous leur propre nom. L'autre raison, c'est la fiscalité. J'y venais. Évidemment, c'est la fiscalité. Avant de s'installer, elles ont souvent négocié des allègements fiscaux. Parfois, elles ne payent pas d'impôts pendant 10 ans. Ensuite, elles en redemandent, etc. etc. Mais elles vont pas mettre ceci en avant. La plupart du temps, elles vont vous parler de la neutralité suisse, son fuseau horaire, qui permet peut-être de faire des affaires avec l'Asie le matin et avec les Amériques l'après-midi. Et puis parfois même la qualité des transports publics. Ok, donc c'est pas tout à fait pour faire du ski qu'elles sont en Suisse. En décembre dernier, Public Eye a publié une enquête qui a un nom un peu provocateur, qui s'appelle Territoire suisse d'outre-mer. Que démontre cette enquête ? Principalement un chiffre, 2,7 millions d'hectares. C'est ce que possèdent en culture ces sociétés de négoce. Ces sociétés de négoce. Donc ça entre un peu en contradiction à ce que je vous ai dit au début. Parce qu'en fait, ils sont plus uniquement des négociants. Depuis les années 80, les années 90, ils ont commencé à acheter des terrains. C'est de la canne à sucre, c'est des orangerais, pour cultiver eux-mêmes les produits et avoir un contrôle plus important sur la chaîne de valeur. Plus de valeur ajoutée pour eux, ils peuvent vendre plus cher. Et puis aussi, ce qu'ils essaient de faire, c'est avec un minimum de responsabilité possible. Pourtant, évidemment, quand on possède les terrains, quand on fait travailler des gens, on a aussi une responsabilité d'employeur.
et puis aussi de préservation de la biodiversité, droits des travailleurs, etc. Ok, alors avoir plus de contrôle, mais essayer de quand même déléguer la responsabilité le plus possible en bas de chaîne, si je comprends bien. Tout à fait. J'ai un chiffre aussi, il paraît que ces plantations représentent 46,6 fois la taille du Léman. C'est juste gigantesque pour un petit pays comme la Suisse. Exactement. Et puis c'est aussi plus que les terres cultivables suisses. Donc d'où le titre qui était d'ailleurs excellent et qui n'est pas de moi, donc je peux le dire. Et puis il faut aussi signaler les pays, c'est le Brésil, c'est l'Indonésie, c'est des pays en général qui sont pas aussi anodins, c'est parce qu'il y a des niveaux de gouvernance plus faibles et donc ces négociants peuvent faire un peu plus ce qu'ils veulent là-bas, tout en prenant un minimum de responsabilité. En parlant de ça justement, ce rapport publié en décembre, il montre qu'il y a de graves problématiques qui se passent sur ces plantations. Quelles sont-elles ? On a toutes sortes de choses. Les problématiques sont très différentes suivant les pays, suivant le type de matière première, mais on a constaté que certains syndicalistes sont menacés de mort. La plupart du temps, ils n'ont pas tout à fait le droit d'entrer en contact avec les travailleurs. D'autres fois, c'est un peu plus grave. Il y a des questions d'épandage de pesticides, d'accaparement des terres, etc., etc., etc. On peut les nommer. 2/3 de ces propriétés, c'est de la canne à sucre. La canne à sucre est extrêmement gourmande en eau. Ça pose des gros problèmes au niveau des terres arables tout autour. Donc, le résultat de cette enquête, c'est une carte qu'on peut consulter sur le site de Public Eye. Comment a été faite cette enquête ? C'est du travail de terrain, du travail de bureau ? Comment vous avez trouvé les chiffres ? Non, alors là, dans ce cas-là, on ne va pas hectare par hectare constater. On se base sur des chiffres qui sont dans les rapports annuels des entreprises, mais aussi sur d'autres bases de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que les négociants, ils n'ont pas tout à fait envie qu'on montre ce type d'informations. C'est la première fois que c'est effectué. Eux, ils préfèrent continuer à se présenter comme de simples intermédiaires. En vérité, ils sont propriétaires actuellement et ils n'ont pas envie qu'on le dise parce qu'ils veulent prendre le minimum de responsabilité possible. Donc, on a compilé toutes ces données, ces 14 négociants agricoles, et puis on obtient donc cette carte qui est assez parlante, avec donc une présence sur 24 ou 25 pays différents. Et j'invite évidemment les auditeurs et auditrices à consulter cette carte interactive pour en savoir un petit peu plus. Te concernant, à titre personnel, tu es allé sur le terrain il y a 2 ans dans la région de Sao Paulo. Tu es allé 3 semaines en février 2020 pour constater les conditions de travail de cueilleurs et de cueilleuses d'oranges. On regarde un extrait. A laranja, ela causa muitos problemas de saúde na gente, né? Por causa que ela tem veneno. Eu colho laranja desde meus 12 anos. É cansativo. A gente não tinha banheiro, tinha que usar os pés de laranja, né? Essas pessoas têm uma vida muito precária. Dans cette vidéo, un cueilleur d'oranges parle d'oranges vénéneuses. Pourquoi sont-elles vénéneuses, ces oranges ? C'est parce qu'elles gâchent la santé des travailleurs. En fait, ils sont obligés de s'épuiser quotidiennement pour pouvoir gagner ce qui serait le salaire minimum au Brésil, un petit peu plus, un petit peu moins si c'est des sous-traitants de Louis Dreyfus Compagnie. Justement, Louis Dreyfus, on n'en a pas encore parlé, c'est le propriétaire de ces exploitations d'oranges. C'est le 3e producteur mondial d'oranges, c'est gigantesque, de jus d'orange. C'est une entreprise qui est basée à Genève. Qu'est-ce que c'était d'entrer dans ces plantations ? Est-ce que c'était particulièrement difficile ? Ça a été très compliqué. C'est pour ça qu'on est parti 3 semaines, qu'on a travaillé avec une ONG locale, Reporter Brésil, qui connaît bien le terrain. Mais malgré tout, on a systématiquement trouvé porte close pendant 2 semaines et demie et on nous a empêchés d'accéder aux cueilleurs d'oranges. Ce qui fait que finalement, on a décidé d'aller leur rendre visite directement aux endroits où ils vivent. Et puis, on leur a demandé de poser avec leur fiche de salaire. Puisque Louis Dreyfus était très vague en ce qui concernait le salaire. Donc, on les a fait poser. On a constaté en fait que souvent, ces gens n'arrivaient même pas à nous expliquer pourquoi telle semaine, ils avaient gagné tant et puis la moitié la semaine suivante. C'est assez opaque. Cette image que vous voyez à l'écran, justement, on voit ce bleu, l'uniforme de Louis Dreyfus. Donc, en fait, ces cueilleurs, ils portent sur leur corps des sacs qu'ils doivent remplir d'oranges, les verser dans des plus grands sacs. Et puis, il y a un contremaître qui vient contrôler, en fait, la quantité d'oranges. C'est assez centralisé, mais
les travailleurs ont peu... se rendent peu compte en fait des quantités qu'ils cueillent. Ils doivent arriver environ à 3 tonnes d'oranges par jour pour gagner le salaire minimum ou un petit peu plus. Il y a, Louis Dreyfus leur donne... Donc le salaire minimum est à 180 francs suisses actuellement. Et Louis Dreyfus propose un bonus qui va jusqu'à 60 pour les gens qui sont extrêmement productifs. Quand on voit les fiches de salaire, c'est très compliqué. Il y a 5-6 entrées. La productivité, 2-3 variables d'ajustement au niveau de difficulté de la plantation, qui changent de plantation en plantation. Et puis ensuite, au passif, les cotisations sociales et le logement. Parce que Louis Dreyfus fait venir des travailleurs du nord-est brésilien. Des régions plus pauvres que la région de Sao Paulo. Beaucoup plus pauvres, effectivement. C'est à plus de 2000 km. Parce que, en fait, les gens de Sao Paulo, ils n'ont pas envie de faire ce type de travail parce qu'ils ne gagnent pas assez. Ça ne vous permet pas de vivre à Sao Paulo avec un salaire minimum brésilien. Mais toi, heureusement, tu as été te poster dans les buissons pour aller voir au-delà de ce qui est montré sur le site web. Et sur la photo suivante, on en aperçoit un travailleur qui ne porte pas cet équipement de protection. C'est problématique ? Ouais, alors justement, cette deuxième image, elle illustre un peu le contraste entre ce que veut montrer Louis Dreyfus, qui nous a quand même accueillis à peu près au dernier jour pour nous montrer un PowerPoint, et puis ce qui se passe sur le terrain, notamment chez les sous-traitants. Là, c'est un sous-traitant, même si le bleu semble être l'uniforme de Louis Dreyfus, c'est pas tout à fait le cas. Mais là, on constate surtout que la protection anti-vipère, elle est pas là, anti-guêpe, c'est pas là non plus, c'est qu'ils sont pas très nombreux pour des très très larges étendues d'orangerais. Et c'est un petit peu ça le contraste entre le discours corporate et ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est passionnant. Je suis sûr que nos auditeurs et auditrices seront contents de consulter le reportage que tu as fait à ce sujet qui s'appelle Orange amer et qui est aussi sur le site de Public Eye. Pour élargir un peu le débat, est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous, en tant que consommateurs, consommatrices, pour améliorer les choses ? Je pense que ce qu'on peut dire très directement, c'est garder un esprit critique par rapport au discours de transparence de ces multinationales, exiger de savoir d'où viennent ces oranges, etc. Mais il faut rappeler aussi que ces entreprises, elles n'ont pas cet accès direct aux consommateurs, donc elles sont moins sujettes aux pressions. Nous, Public Eye, là où on veut agir, c'est au niveau des lois. Au niveau structurel, au niveau étatique. Exactement. On pense que la Suisse doit se doter d'une loi spécifique aux matières premières, au vu de sa prépondérance dans ce secteur, au vu des responsabilités qu'elle a, et puis qu'elle devrait créer une autorité de régulation, de la même façon que ça existe pour les banques, la FINMA, qui a beaucoup de travail en ce moment. Il faudrait qu'il y en ait une deuxième, une cousine, qui s'occupe spécifiquement des matières premières. Donc, elle serait chargée de contrôler ce qui se passe sur la chaîne d'approvisionnement. Tout type de matières premières. Là, on parle beaucoup de matières premières agricoles, mais il en existe d'autres du type énergétique. Ça concerne aussi, effectivement, le pétrole, le charbon, le gaz, etc. Et donc, cette autorité aurait aussi, effectivement, beaucoup de travail et elle octroierait des licences aux sociétés pour pouvoir vendre ces matières premières. Qui dit octroi dit aussi retrait potentiel en cas d'abus manifeste. Merci beaucoup Adrien Budry-Carbeau, on en a appris beaucoup plus sur ces géants du négoce. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur YouTube pour avoir la vidéo. Faites-nous un maximum de retours, notamment via les réseaux sociaux, pour qu'on puisse continuellement améliorer le format. On vous dit à très vite. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.